Bien, bonjour à tout le monde, vraiment contente d'être là ce matin. Fait que juste peut-être commencer par se présenter rapidement. Bon, moi c'est Maud, je travaille pour Cap Santé Mentale, qui est un regroupement d'organismes là, qui travaille auprès des proches. On a des organismes partout au Québec. Puis je suis chargée de projet pour l'initiative Aider sans filtre, dont je vais vous parler plus tard, mais qui est en gros une initiative pour les jeunes proches en santé mentale. Fait que je vais juste laisser Heidi se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Heidi. Je travaille dans le Bas-Saint-Laurent pour un organisme de Cap Santé Mentale qui s'appelle la Lueur, donc la Lueur du Bas-Saint-Laurent. Puis je travaille pour aider sans filtre, donc au volet jeunesse spécifiquement. Super. Fait que peut-être juste un mini contexte de la présentation. En fait, là, on a le plaisir, le bonheur là, de travailler de collaborer avec l'ISME là, dans le cadre du projet des Sans Filtres depuis quand même un bon moment. Fait qu'un petit peu, juste pour mettre la table, l'idée de notre présence aujourd'hui, ben, c'est vous présenter le projet, vous présenter un petit peu les réalités des jeunes proches, à quoi ça ressemble, puis aussi de créer des ponts entre nos établissements, créer des ponts entre nos organismes puis vos établissements, vos organisations. Fait que c'est un petit peu ça l'esprit là, pour notre 45 minutes. Fait que vous avez ici le plan de notre présentation. Il y a quand même beaucoup de contenu pour 45 minutes, puis on veut vraiment garder un bon moment pour les échanges à la fin. Fait que je vais aller vite sur certains éléments, c'est certain. Par contre, vous allez avoir accès au PowerPoint après. Puis Heidi et moi, on sera disponible aussi là, si vous allez avoir nos coordonnées à la fin. Fait que si vous avez des questions qui viennent plus tard ou vous aimeriez des éclaircissements par rapport à certaines choses, bien évidemment là, qu'on sera disponible. Ça va nous faire plaisir là, d'en discuter avec vous. Fait que pour commencer, juste une petite distinction qu'on voulait faire. Là, on va parler de jeunes proches, de jeunes personnes proches aidantes. C'est juste pour comprendre que, en fait, moi, je vais vous présenter plus ce qui est donné de la littérature, les données scientifiques un petit peu pour faire un portrait des jeunes proches. Dans la littérature, les informations qu'on a, ils concernent les jeunes personnes proches aidantes de façon générale. Mais dans le projet des sans-filtres, comment qu'on le voit, c'est de dire, ben, les jeunes personnes proches aidantes, c'est comme un sous-groupe des jeunes proches. Fait que c'est des jeunes qui vont avoir effectivement un rôle d'aidance. On va parler des tâches associées à ça. Mais le projet vise les jeunes de façon plus large que ça. Fait que c'est de dire, les jeunes proches, c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement un rôle d'aidant auprès d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale, qui a un diagnostic ou pas. Mais ils peuvent tout de même vivre des répercussions associées à ce rôle-là. Fait que c'est vraiment juste pour placer un petit peu les choses, puis clarifier. Puis un autre élément aussi qui est important à souligner, c'est que encore une fois, dans la littérature, souvent quand on s'intéresse aux jeunes personnes proches aidantes, on s'y intéresse de façon plus globale. Fait que c'est pas seulement les jeunes qui accompagnent quelqu'un qui vit avec une problématique de santé mentale, ça va parfois être santé physique, déficience intellectuelle. Fait que les données sont plus larges. Fait que c'était juste pour le souligner. Fait que maintenant, bon, en termes de prévalence, c'est extrêmement difficile à mesurer pour différentes raisons. La plus importante, à mon sens, c'est le fait que il y a énormément d'enjeux au fait pour les jeunes de s'auto-identifier comme jeunes proches ou jeunes personnes proches aidantes, parce que, bon, ben, pour toutes sortes de raisons, mais il y a de la stigmatisation en santé mentale, des préjugés, je vous apprends rien, mais c'est aussi le fait on accorde pas peu d'importance, mais dire on réalise pas en fait toute l'importance, je pense, puis toutes les répercussions sur les personnes qui sont autour de quelqu'un qui vit avec des enjeux de santé mentale. Fait que justement, bon, les jeunes peuvent avoir de la difficulté à s'auto-identifier comme jeunes proches. Puis on a de la difficulté pour les personnes extérieures, les personnes qui sont en contact avec ces jeunes-là, on peut avoir de la difficulté, nous aussi, à les identifier. Puis il y a quand même, c'est des jeunes souvent, pas toujours, mais qui ont appris potentiellement à se faire petits, qui font pas nécessairement de vagues, puis qui ont quand même bien intégré l'idée que souvent, c'est pas nécessairement eux qui ont besoin d'aide, c'est les gens qui soutiennent, qui accompagnent, qui côtoient, quand dans les faits, ben, il y a des services disponibles pour eux, ils sont juste pas au courant. On sait certaines choses, par exemple. Puis un des éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que cette prévalence-là, elle augmente avec l'âge. Là, les pourcentages, comme je vous disais, ils concernent uniquement les jeunes personnes proches aidantes, puis pour tout type, fait que c'est pour pas juste en santé mentale, mais c'est quand même des chiffres qui sont extrêmement importants. Si, par exemple, t'es 8% au secondaire, puis 19% au poste secondaire, fait qu'on peut juste imaginer, ben, par exemple, dans une classe, ça fait quand même un nombre non négligeable de jeunes. En termes de tâches, vous les avez listées ici. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Ce que je pense qui est important, c'est le fait de se dire que ces tâches-là, elles viennent avec une charge mentale qui est extrêmement importante, qui peut être extrêmement importante.
Ça peut venir avec de l'inquiétude, ça peut venir avec toute cette idée-là de planification aussi pour son proche. Si on se remet dans un contexte scolaire, ça peut faire des jeunes qui sont pas disponibles et disposés à apprendre, puis c'est des tâches qui s'ajoutent à leurs tâches de jeunes, d'étudiants qui ont potentiellement un emploi en plus. Fait que ça peut venir que ça prend quand même beaucoup, beaucoup de place. Puis là, comme je vous disais, c'est sur les jeunes personnes proches aidantes, mais un jeune proche tout court peut quand même, malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement un rôle d'aidant, peut quand même vivre ces inquiétudes-là ou ces préoccupations-là, puis ça peut quand même être envahissant là, dans sa réalité d'étudiant ou d'élève. Ici, je vais passer rapidement, mais vous avez quelques mots que j'ai tirés d'une étude qui se penche sur la transition de jeunes qui ont un parent, de transition vers l'âge adulte, de jeunes qui ont un parent qui a un trouble de santé mentale. C'est quand même assez éloquent à mon sens. Là. Heidi va venir avec des exemples super concrets tout à l'heure aussi, mais vous avez ici quelques phrases, là, puis ça montre un petit peu l'ampleur que ça peut prendre, puis à quel point ça peut jouer là, dans une vie pour un jeune. C'est important de souligner aussi que, bon, il y a pas que, il y a beaucoup de difficultés, puis de besoins, puis de défis associés au fait d'être un jeune proche. Il y a aussi des bienfaits, par contre. Encore une fois, le petit élément que je voudrais souligner, c'est de dire, oui, il y a des bienfaits, ça vient, souvent les jeunes, on associe des forces qui viennent avec ça, par exemple, le fait que c'est souvent des jeunes extrêmement empathiques, mais c'est des bienfaits qui viennent avec un coût, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est des compétences ou des aptitudes qui sont développées par des expériences de vie qui sont pas nécessairement évidentes. Moi, l'exemple qui me vient tout le temps en tête quand je parle de ça, c'est des jeunes personnes proches aidantes au Royaume-Uni qui disaient, ah oui, ben on se fait tout le temps dire qu'on est résilient. C'est vraiment une belle qualité, puis c'est vraiment un beau compliment, mais on n'est pas résilient pour rien. On est résilient parce qu'on n'a pas le choix, puis ça vient avec un prix, avec de l'anxiété, avec du stress, cette résilience-là. Fait que c'est toujours comme de garder ça en tête, mais ça peut tout de même être de super beaux leviers, en fait, à travailler avec ces jeunes-là. Bon, comme vous voyez, beaucoup plus de difficultés que de bienfaits, là. Euh, il y en a énormément, il y en a plus que ça. Je ne les ai pas tous listés, mais je vous ai mis comme en plus gras des éléments qui touchent particulièrement l'école, mais tout peut être en lien avec l'école aussi, là, si on veut, mais c'est dire c'est associé à différentes difficultés, dont des difficultés de concentration, un risque accru de décrochage scolaire. Fait que c'est vraiment un enjeu, là, quand on parle de jeunes proches aidants, là, on en parle en termes d'enjeux de santé publique souvent, parce que ça vient avec énormément de défis et de difficultés. Puis c'est dire aussi que souvent, j'ai glissé un mot tantôt sur le fait que c'est des jeunes qui souvent s'auto-identifient pas ou qu'on n'identifie pas comme jeunes proches. Souvent, s'ils viennent dans des bureaux, chercher des services, ça va être pour les symptômes, si vous voulez, entre guillemets, de, du fait qu'ils ont ce rôle-là là, auprès de quelqu'un de leur entourage. Fait qu'ils peuvent venir chercher de l'aide pour des symptômes anxieux, pour des idées suicidaires, puis tout ça. Puis parfois, c'est en étant sensibilisé à cette réalité-là, déjà en connaissant cette réalité-là, parfois en posant des questions sur qu'est-ce qui se passe à la maison ou dans l'entourage, ben, on se rend compte de dire, OK, ben dans le fond, c'est une manifestation, c'est un symptôme de ce rôle-là. Il y a aussi des défis qui viennent avec ce rôle-là. Il y a plusieurs défis. J'en ai listé ici deux qui me semblaient les plus importants là, dans le contexte de la présentation. Déjà, ce que les jeunes personnes proches aidantes ressortent dans certaines études, c'est le fait qu'il y a un manque de soutien reçu dans les différents milieux qu'ils fréquentent. Déjà là, je veux juste le spécifier, les milieux sont pas mal intentionnés. L'enjeu est vraiment pas ici. L'enjeu, c'est beaucoup plus que les milieux souvent fréquentés par les jeunes sont débordés. On manque de temps, on manque de ressources, on manque de personnel. Souvent, on n'est même pas au courant, en fait, que c'est une réalité puis que que c'est un enjeu, fait que ça devient difficile d'être sensibilisé parce on le sait tout simplement pas. Puis c'est en discutant avec Heidi quand on préparait la présentation qui me disait, ah oui, dans les écoles, ce qu'on entend souvent j'entends des intervenants, des intervenantes me dire, à l'école, on éteint des feux. Puis souvent, ces jeunes proches-là, c'est pas eux qui vont prendre la place ou en tout cas qui vont act out, là, j'ai juste le mot en anglais, mais tu sais, qui vont justement, ces feux-là, ce sera pas ces jeunes-là. Pas tout le temps. Ça va être des jeunes qui vont souvent passer sous le radar. Fait que c'est d'où l'importance là, de cette opportunité-là qu'on a aujourd'hui, puis pour laquelle on est vraiment contente. Je tiens juste à souligner aussi que dans les bonnes pratiques, si vous voulez, qui sont répertoriées dans la littérature, il y a le fait de tenir des journées, par exemple, comme des journées de la santé mentale étudiante, des journées pour parler justement, de parler de santé mentale. C'est des éléments que vous faites qui prennent place dans les écoles, des établissements supérieurs. Fait que c'est vraiment des bonnes nouvelles, ça fait partie des bonnes pratiques. Un autre élément, un autre défi,
c'est la conciliation du rôle de proche puis différents éléments dans la vie du jeune. Il y a la conciliation, entre autres, rôle de proche et études, qui peut être extrêmement complexe. J'ai parlé des tâches tantôt, de l'ampleur de ces tâches-là, des difficultés qui viennent avec ça. Vous comprendrez que des fois, concilier tous les éléments de sa vie avec ce rôle-là, ça peut devenir extrêmement complexe. Puis à ce sujet-là, ben, je pense que la meilleure personne pour nous en parler, ben, c'est Heidi, là, qui a une panoplie, d'exemples beaucoup plus éloquents que ce qui pourrait venir là, de la littérature. Fait que je te laisserai la parole si ça te va, Heidi. Ben oui, totalement, totalement. Puis tout ce que tu nommes, c'est des choses qu'on revoit beaucoup dans nos suivis. Tu sais, je peux vous donner un exemple concret d'un. J'ai peu de suivi aux études supérieures. C'est difficile de rencontrer. Vous savez, c'est une grosse machine, donc c'est difficile des fois de faire contact avec vous autres, en fait, qu'on aimerait beaucoup. Il y a comme le sentier de neige qui est apparu, Maud. Mais tout ça pour dire que, je vous donne un exemple. J'ai un jeune qui me rencontre parce qu'il y a une intervenante de corridor qui me contacte. Elle me dit, je pense que ce jeune-là, ça pourrait valoir la peine que tu le vois. Il est au cégep. Son papa est bipolaire. Et accessoirement, son papa prend de la médication pour sa bipolarité et il est aussi alcoolique. Donc, ce jeune-là s'inquiète énormément pour son papa. Ils habitent dans un 1,5 ensemble et il veut pas s'en aller de son père. Tu sais, il veut rester proche. C'est très important pour lui. Mais à cause de son alcoolisme, son père arrête de prendre ses médicaments le soir. Vers 3, 4 heures, il arrête d'être plus ou moins conscient. Donc, le jeune s'inquiète énormément pour son papa. Ce qui fait en sorte qu'il quitte ses cours plus tôt. Il quitte ses cours vers 2 heures, 3 heures pour réussir à prendre son père à temps, parce qu'il a peur des crises de violence que son père peut faire plus tard le soir. Ce qui fait qu'il manque énormément de matière, en fait. Quand ses cours sont de 1 heure et demie à 4 heures et demie, ben, il va lui manquer 1 heure, 2 heures de matière par cours. Puis il va jamais en parler avec ses professeurs parce qu'il a peur de la stigmatisation, il a peur qu'on lui dise d'arrêter de voir son père, il a peur qu'il y ait les services sociaux qui embarquent. Donc, lui, il y a eu un background de services sociaux dans sa famille, donc il a très, très peur de ça. Ce qui fait qu'il me donne tout ça, puis on est rendu en fin de session. Donc, le jeune est complètement débordé, puis il n'a pas réussi à suivre la matière de toute sa session. Puis ça, on peut travailler avec lui à mettre des limites avec son père, à trouver des accommodations, à rencontrer le médecin traitant pour qu'il y ait peut-être une prise de médication plus tôt le matin, mais tout ça, le jeune, il ne peut pas le faire seul. Puis, parce qu'il veut montrer qu'il est fort, qu'il n'a pas besoin de personne, ben, il ne vient pas chercher de l'aide. Donc, c'est des choses qu'on voit souvent chez les proches aidants, cette espèce de c'est mon proche qui a besoin d'aide, c'est pas moi. Puis moi, je suis capable de tout prendre sur mes épaules. Donc, je vous donne un autre exemple qui se passe dans les milieux, encore une fois, dans une université. Je rencontre une jeune qui a une maman qui est en dépression majeure, puis qui fait souvent des tentatives de suicide. La veille d'un de ses gros examens, ben, sa maman a fait une tentative de suicide. La police est arrivée, a défoncé la porte, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle sait pas trop où sa mère est rendue, elle s'inquiète beaucoup. Mais elle se dit, bon, c'est pas moi qui ai un problème, c'est ma mère en ce moment, donc je vais aller à l'école, je vais faire mon examen, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Évidemment, pendant l'examen, ça se passe pas bien, elle fait une crise de panique, elle a un super mauvais résultat, mais elle n'ose pas aller en parler à son prof, encore une fois par peur de stigmatisation, parce qu'elle a essayé d'aller voir son prof, puis elle a dit, ah, ça va pas bien à la maison, mais sans plus, puis le prof a dit, ben, c'est pas une raison suffisante, as-tu un billet du médecin? La jeune me dit, ben non, j'ai pas de billet du médecin, tu sais. Donc à partir de là, ben, elle non plus, elle veut pas qu'on lui dise de laisser tomber sa mère. Elle non plus, elle veut pas s'en aller de chez ses parents. C'est souvent une période de transition à l'âge adulte, hein, où on est en phase d'autonomie, mais où on reste quand même proche de nos parents. Surtout en cas de proche aidance, nos parents ont besoin de nous. Donc, à ce moment-là, comment on fait pour accommoder ces deux systèmes-là, le système scolaire et le système familial? Donc, je pourrais vous dire que ça crée différentes problématiques au niveau de leurs études, que ce soit juste dans la concentration en classe, ils ont tout le temps l'esprit occupé. J'ai beaucoup de jeunes qui me disent, mais j'arrive pas à me concentrer sur mes cours, tu sais, je m'inquiète pour ma mère qui est à l'hôpital, je m'inquiète pour mon père qui prend pas sa médication. J'ai tellement de tâches à la maison, j'ai pas le temps de faire mes études non plus. Si je reviens à mon jeune qui habite dans un 1,5 avec son père, qui boit beaucoup d'alcool, le soir, il a aucun espace pour se préoccuper de ses devoirs parce qu'il s'occupe de son père, qui finit souvent très saoul et bon, qui devient parfois violent. Donc, il faut vraiment qu'il soit super vigilant. Il n'a pas le temps de faire ses devoirs, puis il veut pas sortir non plus de la maison parce qu'il a peur que son père il meure, en fait. Parce qu'il a ramassé quelques fois sur le bord du coma éthylique. Donc, c'est ce genre d'enjeux-là qui peuvent habiter les jeunes proches aidants que j'ai vus dans mon milieu, puis ça arrive quand même assez régulièrement, cette préoccupation constante pour leurs parents.
ou pour leur fratrie aussi. Là, on parle beaucoup de parents, mais des fois, c'est pour des frères, des sœurs, des amis, peut être des oncles, des tantes, mais des gens proches qui sont dans leur milieu familial. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense, puis souvent, ils vont pas en parler. Puis dans mon organisme, j'ai de la clientèle adulte aussi, puis cette clientèle-là me dit, ben, tu sais, j'aurais tellement aimé savoir quand j'étais jeune que ce service-là existait. J'aurais tellement aimé savoir qu'on pouvait aller chercher de l'aide, puis que moi aussi, je pouvais en recevoir, pas juste mon proche, tu sais, pour dealer tout ça. Puis il y en a qui auraient pu persévérer dans leurs études avec ça, mais qui ont tout arrêté. Puis des fois, ça arrive que mes jeunes me disent, ben, tu sais, j'ai pas le choix, il faut que je ramasse de l'argent parce que ma mère est pas capable de ramasser de l'argent pour l'appartement, puis il faut que je m'occupe de mon petit frère. Donc à ce moment-là, ben, ils doivent lâcher l'école pour aller faire des sous pour ramener à la maison. Puis ça, mais ça peut être évité avec un suivi, ça peut être évité avec le fait d'intervenir auprès d'eux, que ce soit avec l'école ou avec l'organisme, ou une intervention conjointe. On vous en parlera un peu plus tard, mais on a plein de pistes de solutions, mais ça prend déjà qu'on soit au courant les uns et les autres qu'on existe pour éviter de travailler en silo. Je repasserai la parole, moi. Super, merci beaucoup. Je pense que ça ajoute comme vraiment de la richesse en fait à ça quand on a des exemples concrets. Puis tu sais, moi j'aime ça, ce que tu disais, Heidi, tu sais, c'est vraiment plus commun que ce qu'on peut penser. Puis tu sais, moi j'ajouterais peut-être, j'ai étudié en travail social, j'ai fait mon bac là-dedans, puis j'ai travaillé dans un organisme membre de Cap Santé Mentale. Mais je me souviens que quand j'ai fait mon bac, qui est comme très en principe très terrain, qui nous apprend à intervenir et tout ça. Je pense qu'on a parlé pendant à peu près 20 minutes des membres de l'entourage en 3 ans, dans le fond, de bac. Et moi, j'ai eu l'opportunité de faire mon stage dans un organisme membre de CAP, fait que j'en ai entendu parler beaucoup. Mais dans le cursus, vraiment dans les cours, ben, on avait un cours sur la santé mentale, puis sur ce cours-là, ben, on avait un genre de 20 minutes quelque part sur dire, ah oui, ces gens-là ont une famille, puis tout ça. Il y a des enjeux associations, on le savait pas. Fait que c'est vraiment normal de pas être au courant, fait que c'est pour ça qu'on fait ce type de démarche-là. Mais c'est ça, plus commun que ce qu'on pourrait penser, puis ça peut vraiment, il peut vraiment avoir de grands enjeux puis de grands impacts là, sur les différentes sphères de vie, dont l'aspect étudiant, là, l'aspect scolaire. En main ici, évidemment, ben, on voulait préciser un petit peu aussi, puis de voir ben, à quoi ça ressemble le fait d'être un ou une jeune proche, aidant, aidante, là, quand on est aux études supérieures. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations à ce sujet-là. Ça commence, mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a une étude qui est en cours en ce moment, une étude qui s'appelle le SPQ, là, fait que c'est l'étude sur les élèves et les étudiantes soutenant un ou une proche au Québec. La collecte de données est réalisée, les analyses sont faites aussi, fait que ça va de bon train. Puis les objectifs, en fait, les grands objectifs de cette étude-là, bon, ben d'abord de faire documenter les caractéristiques, les réalités de ces jeunes-là. Mais dans les éléments sur lesquels je veux attirer votre attention, il y a le fait que ça va se solder par une formation à l'attention des établissements scolaires sur les jeunes personnes proches aidantes. Puis on a beaucoup parlé de dépistage, puis de l'importance d'identifier, puis tout ça. On va en parler plus tard, c'est un des besoins aussi des jeunes. Mais il y a un questionnaire qui est en cours, c'est le questionnaire de Lou. C'est un questionnaire de dépistage pour les jeunes d'âge scolaire là, qui va être diffusé, puis tout ça. Fait que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Puis si je vous ai mis le lien en bas, là, si vous voulez plus d'informations, là, vous pourrez cliquer sur le lien puis aller voir. Comme je disais, c'est en cours actuellement. Maintenant, en termes de besoins, on a parlé bon, de prévalence, on a parlé de difficultés. En termes de besoins, ce qui ressort des jeunes proches, il y a énormément de choses. Je vous nommerai pas tout, mais j'aimerais juste attirer votre attention sur on parlait d'identification justement. Il y a à l'UQAM le statut de personne étudiante proche aidante qui a été mis en place. Fait que c'est vraiment comme en termes d'équité, diversité, inclusion, c'est une demande qu'on peut faire pour être reconnu comme personne étudiante proche aidante, puis on a accès à des accommodements un petit peu comme si quand on a un TDAH, par exemple. Fait que ça vient avec différents éléments au niveau financier, accommodement aussi pour des retards de remise et des choses comme ça, là. C'est extrêmement intéressant, fait que ça aussi, vous avez le lien aussi, fait que c'est super encourageant de voir qu'il y a des grosses institutions comme ça qui prennent ce genre de décisions-là, puis d'enlignement-là. C'est quand même extrêmement inspirant, fait que je voulais le souligner. Puis l'autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait qu'il y a énormément de besoins associés à ce rôle de jeune personne proche aidante-là. L'idée ici, c'est pas de dire que c'est la responsabilité de tous les intervenants et intervenantes qui sont en contact avec les jeunes de répondre à ces besoins-là. C'est pas réaliste. On a chacun nos mandats, puis nos expertises, puis nos missions. Fait que l'idée, c'est de dire, ben, c'est où est-ce qu'on peut collaborer pour répondre à ces besoins-là quand on rencontre ces jeunes-là. Fait que, tu sais, là, je vous ai listé
quatre éléments particuliers, mais tu sais, tout ce qui est sensibilisation, un accès qui est facilité au soutien, le partage d'expériences, le fait de connecter avec d'autres jeunes qui ont la même réalité, c'est des éléments pour lesquels on est capable de répondre, en fait, dans les organismes membres de CAP. Fait que c'est tout, là, Heidi va pouvoir vous en parler davantage, mais toute l'importance de collaborer, puis de se référer, puis d'aller au-delà du référencement, mais aussi, mais de collaborer ensemble pour soutenir ces jeunes-là dans le respect de nos mandats, puis dans le respect de notre temps puis de notre surcharge de travail, j'ai envie de dire. Fait que si, je sais pas si Heidi, si tu veux justement parler de cet aspect-là de façon plus concrète. Ben oui, totalement. Puis je vous dirais que j'ai une expérience très locale au Bas-Saint-Laurent. On fait les choses d'une certaine façon, mais partout au Québec, ça reste un peu les mêmes enjeux. Dans le sens que les jeunes proches ont des besoins, ils vont pas les nommer parce qu'ils sont pas sensibilisés non plus, puis on a de la difficulté à rentrer en contact avec ces jeunes-là qui connaissent même pas cette réalité. Donc, je pourrais vous parler, par exemple, de ce qu'on fait dans les écoles. Je sais pas si ça irait, moi. Ouais. Ce qu'on fait dans les écoles, que ce soit au secondaire, que ce soit, on a fait des partenariats avec la DPJ aussi, avec les hôpitaux, les CIS, pour réussir à avoir une approche vraiment globale autour des jeunes. Donc, on ne s'attend pas à ce que tout le monde intervienne auprès des jeunes proches aidants, parce que, comme Maud dit, on n'en finirait plus. Mais reste qu'on peut faire des choses pour aller répandre l'information dans les écoles. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives de santé mentale positive qui existent dans les cégeps, dans les universités. On peut vraiment se joindre à ces initiatives de santé mentale positive, de santé mentale pour tous. On fait des kiosques, on est aussi rentré dans les classes, particulièrement celles de technique policière, de travail social, de psychoéducation, où on peut réussir à sensibiliser un peu plus que le 20 minutes que Maud parle sur c'est quoi être proche aidant, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là. Encore une fois, un exemple concret, j'ai une jeune qui a vu une affiche dans une salle de bain que j'ai dû placer à un moment donné. Elle a trouvé notre numéro de téléphone, elle m'appelle, puis elle m'explique que sa mère a un TPL et un trouble narcissique, puis que sa mère a fait tous ses devoirs, en fait, de l'âge primaire jusqu'à l'âge secondaire, jusqu'à temps qu'elle arrive aux études. Elle a réussi à se dépatouiller au cégep, mais rendu à l'université, c'est rendu vraiment compliqué pour elle. Sa mère a des enjeux de contrôle, elle l'appelle au moins 6 fois par jour. Puis là, elle réussit à faire ses études, mais elle est comme dépendante de sa mère, elle n'arrive pas à s'autonomiser, tout ça. Donc, de notre côté, nous, on peut l'aider avec ses limites, avec les besoins, encore une fois, la communication avec sa mère, tout, tout cet ensemble de facteurs-là. Mais on a besoin de la collaboration de son école, en fait, pour qu'elle ait du temps pour se remettre de tout ça, qu'elle ait des accommodements. Puis, on n'a pas la chance d'avoir nécessairement comme à l'UQAM ce service dont parlait Maud, où les proches aidants sont rentrés. Donc, des fois, c'est compliqué de pouvoir avoir des accommodements pour les jeunes, même si les profs, ça dépend du bon vouloir des profs. Puis, on a envie que ça repose sur une structure qui est plus large que ça. Puis surtout de travailler en partenariat. J'ai déjà fait des partenariats avec, par exemple, des psychoèdes dans le milieu où ils m'appelaient, ils disaient, ben moi, je peux l'aider avec telle partie. Toi, est-ce que tu peux venir donner un coup de main avec ça? Puis là, je faisais une rencontre, deux rencontres avec le jeune, trois rencontres. Puis la psychoède continuait aussi à faire les rencontres. On a fait des rencontres conjointes aussi. Puis ce qui, au final, permet d'avoir des partenaires, puis permet surtout la persévérance scolaire des jeunes, qui permettent de leur rester aux études, qui leur permettent de se réaliser, puis de poursuivre leurs rêves, puis s'autonomiser aussi, puis sortir d'un milieu familial qui est des fois compliqué pour eux. C'est une porte de sortie incroyable, les études pour les jeunes, particulièrement les études supérieures. Donc, je dirais que c'est des jeunes extrêmement intelligents qui, parfois, se retrouvent dans des milieux d'aide parce qu'ils ont été eux-mêmes proches aidants, puis ils savent très, très bien comment ça fonctionne. Donc, je dirais qu'il faut aider ces jeunes-là, il faut les aider à persévérer, mais pour ça, il faut qu'on soit conjoints tout le monde ensemble. Puis, ben, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, c'est compliqué pour nous de rentrer dans les écoles, particulièrement dans les cégeps et les universités, parce que ça fonctionne pas du tout comme les systèmes scolaires, les commissions scolaires. Ben, nous ici, c'est des forts et monts et marées. Puis, ça fonctionne pas non plus comme la DPJ, puis ça fonctionne pas non plus comme les hôpitaux. Puis, des fois, on a besoin d'une intervention systémique qui touche tous ces systèmes-là. Il faut qu'on les mette en commun. Puis pour les mettre en commun, ben, on a besoin de vous autres, ne serait-ce que par nous aider à faciliter l'affichage dans les écoles, parce que des fois, on arrive avec notre petite pancarte, puis on sait même pas où la placer. Donc, ce genre de choses-là peut vraiment nous aider, oui. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, moi. Mais c'est super intéressant, merci. Merci beaucoup. Ça illustre, ben, c'est exactement ça en fait. Là, c'est un peu l'esprit de la rencontre, comme je disais, c'est un peu, est-ce qu'on peut s'entraider pour soutenir ces jeunes-là qui, on le sait, sont un petit peu partout puis sont nécessairement dans les établissements d'études
d'études supérieures. Justement, en lien avec ça, peut-être vous présenter hyper rapidement le projet des sans fil, puis là aussi, je te repasserai peut-être la parole après, Heidi, si tu veux vraiment parler concrètement, ça ressemble à quoi. Euh, pour avoir juste un portrait un petit peu plus général, en fait, le projet Aider sans filtre est dans le plan d'action interministériel en santé mentale. C'est né du fait que dans les organismes membres de CAP, on constatait qu'il y avait très, très peu de jeunes, voire pas de jeunes dans nos services. On sait qu'ils sont nombreux, par exemple, mais on sait pas comment aller les rejoindre, pourquoi ils viennent pas jusqu'à nous. Puis on s'est dit, ben, la vision qu'on a à l'adulte, c'est c'est pas, c'est un petit peu, ben, on a une posture un petit peu plus passive, là, mettez ça entre guillemets, mais c'est dire, les adultes ont plus tendance à venir vers nous. Les jeunes, ça fonctionne pas du tout de cette façon-là. Fait qu'on se dit, OK, il faut renverser un petit peu la tangente, puis se dire, on va aller vers les jeunes, faire connaître nos services, rendre nos services accessibles. Fait qu'on va aller vers eux, vers les personnes en contact avec eux, vers leur milieu. Fait que c'est de là, de cette idée-là qu'est né le projet, avec l'idée aussi de dire, ben, peut-être que si c'est des jeunes qui parlent avec d'autres jeunes, ça va peut-être être plus efficace. Fait que ça vient avec tout un volet de partenariat avec les milieux. Fait qu'il y a des agents, agentes de sensibilisation et de soutien qui travaillent dans les organismes membres de Cap Santé Mentale, qui, comme elle dit, font ce travail-là avec les jeunes. Un travail absolument exceptionnel. Fait que c'est tous les partenariats avec les milieux, comment rentrer dans les milieux, comme disait Heidi. C'est hyper varié. Là, on parle de DPJ, les écoles secondaires, les cégeps, les universités, le milieu communautaire, le milieu institutionnel, les hôpitaux, puis tout ça. C'est énormément de travail de comprendre tous ces systèmes-là, puis de se rendre, puis d'y rentrer. Fait qu'il y a tout l'aspect de sensibilisation, fait que parler de santé mentale, parler des proches en santé mentale, parler des impacts du rôle de proche et tout ça, faire connaître les services, puis tout le volet de soutien, que ce soit du soutien individuel, du répit, du soutien de groupe, peu importe. Fait que ça, c'est en cours depuis plus de 2 ans dans toutes les régions administratives du Québec. Il y a des organismes membres de CAP qui participent au projet des sans fil, puis qui mettent en place tous ces services-là. Fait que voilà, fait que je laisserai peut-être Heidi si tu veux plus parler concrètement à quoi ça ressemble, toi, au Bas-Saint-Laurent. Et chaque région, chaque association a sa couleur et tout ça, là, mais on a un bel exemple là, avec Heidi puis la lueur. Puis je dirais que notre volet, nous, on a un volet jeunesse qui avait commencé un petit peu avant que Aider sans filtre apparaisse, ce qui fait qu'on a un petit peu d'avance dans ce qui arrive comme demande en termes de soutien. Donc, je vous explique, souvent, on s'en va dans les classes, on va faire de la sensibilisation. Donc, la plupart du temps, on fait une présentation d'1 heure auprès des jeunes. Puis après, ben, ces jeunes-là, ils restent. Il y en a certains qui viennent nous parler, qui viennent nous voir, qui parlent de leur situation familiale. Puis au début, ben, on était dans un rôle plus de sensibilisation, puis on regardait ça, puis on est comme, OK, il y a des jeunes proches aidants qui existent, ils ont des besoins. Ils venaient nous parler de, Hey, ça a tellement résonné en moi, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça. Je savais pas que j'étais un proche aidant en santé mentale. Je pensais que c'était mon parent qui avait un problème. Ça m'a fait du bien de pouvoir en parler, en fait. Puis, ben, le temps avance, puis on fait ces présentations, on revoit ces jeunes-là. Ces jeunes-là ont besoin de soutien. Puis des fois, ça vient affecter leurs études. Donc, on commence à faire du soutien individuel avec eux. Mais parfois, ils ont juste besoin de répit. Des fois, ils ont juste besoin de se reposer un peu, sortir de leur milieu familial, avoir une place où être en sécurité, qu'ils ne trouvent pas nécessairement à l'école pour plein de raisons dans les milieux parascolaires, parce que ben, ils ont de l'intimidation, ou parce qu'ils se sentent trop matures, ou parce qu'ils n'arrivent pas à cliquer avec les jeunes qui n'ont pas la même réalité qu'eux. Donc à ce moment-là, on peut aussi leur offrir du répit à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du milieu familial. On peut leur offrir des groupes aussi. Donc on a commencé à constituer des groupes avec les jeunes, encore une fois à l'extérieur de ces différents réseaux. Comme on vous a dit, on trouve des jeunes un petit peu partout, que ce soit par la DPJ, que ce soit par les écoles, que ce soit par l'hôpital, par des références, par des appels. Des fois, je m'en vais dans les maisons de jeunes, dans les organismes communautaires. C'est aussi simple qu'aller porter des affiches à l'aréna. J'ai des jeunes qui m'ont appelé depuis l'aréna. Donc, on réunit tous ces jeunes-là, puis on fait des groupes avec eux. Ça leur fait énormément de bien. On a parti des projets aussi, par exemple notre projet Jeune Artiste, où les jeunes, pendant 1 an, font de l'art, puis travaillent sur leur bien-être en même temps. Donc, c'est ce genre d'offre de service-là qu'on peut offrir aux jeunes, tout dépendant de la région, tout dépendant des besoins. C'est une offre flexible, mais qui part de la visée d'informer la population, puis de savoir que être proche aidant en santé mentale, ça existe, particulièrement en jeunesse. Souvent à des jeunes qui ont vécu toute leur vie dans leur milieu familial, puis ont juste appris que les autres familles, ça se passe pas comme ça, puis ils sont juste tués à partir de ce moment-là, puis ils n'en ont pas parlé. Donc, juste d'être là, de leur montrer que ça peut avoir des impacts sur eux, il y a comme une réalisation qui se passe, puis ils se disent, Ah, c'est vrai que ça peut avoir des impacts sur moi, puis j'ai besoin de prendre soin de moi là-dedans. J'ai besoin d'aller chercher des ressources. Donc, je dirais qu'on essaie de travailler le plus possible en partenariat avec tous les milieux. On se promène beaucoup justement pour réussir à créer des liens solides.
Puis c'est là où ça devient parfois compliqué parce qu'on ne comprend pas tous les systèmes autour de nous, particulièrement, encore une fois, les cégeps et les universités. On essaie de trouver des intervenants qui connaissent les jeunes, qui sont proches des jeunes, souvent les intervenants de corridor, mais encore une fois, quand il y a des roulements de personnel, quand il y a du mouvement, tout ça, on comprend full. Les intervenants sont débordés aussi. Nous aussi, on est débordés, tout le monde est débordé, mais on a chacun nos missions. Puis je pense qu'on peut vraiment s'entraider là-dedans pour éviter, encore une fois, de travailler en silo, puis connaître la réalité les uns des autres, pour réussir à vraiment être là pour les jeunes, puis les soutenir dans la poursuite de leurs études, puis les soutenir dans leur début de vie adulte. C'est un magnifique âge, puis je pense qu'ils ont besoin de soutien à ce niveau-là aussi. Donc, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Il y a énormément de retombées positives. Tu sais, souvent, on fait deux, trois, quatre, cinq rencontres avec eux, puis ils se sentent vraiment mieux, puis ça met des changements concrets dans leur vie aussi. On les aide à mettre des limites, on les aide à communiquer aussi beaucoup mieux avec leurs parents ou avec leurs proches atteints. Ce qui fait en sorte qu'il y a des changements rapides qui se passent, puis ça devient plus facile de suivre leurs études par la suite. Donc, tout ça est super complémentaire avec le travail que vous faites, puis j'ai vraiment envie qu'on réussisse à créer des liens dans tout ça. Merci beaucoup, Heidi. Justement, je pense que ça fait le pont parfait, en fait. Juste avant de passer à la période d'échange, on voulait juste voir un peu ben, concrètement comment on fait. Puis, plutôt que référencement, en fait, j'ai envie de dire collaboration, de quelle façon on peut collaborer, juste concrètement, comment ça peut se faire. On vous a mis là, des mécanismes de référencement vers les organismes membres de CAP. Puis là encore là, référencement, ça peut aller dans un sens puis de l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces mécanismes-là, ça peut être aussi utilisé pour vous si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils ou en tout cas si vous avez des questions, dire j'ai un jeune en suivi, je sais pas trop, est-ce que je peux le référer, qu'est-ce que je peux faire. Les intervenants, intervenantes dans les organismes de CAP sont là pour ça aussi. Fait que vous avez ici, bon, la ligne téléphonique déjà. Un 855, c'est une ligne qui est faite que quand on l'appelle, on bascule vers l'organisme le plus près de chez soi ou en tout cas de la place où on a acheté notre téléphone. Fait que ça amène directement soit vous ou l'étudiant ou l'élève là, auquel vous allez référer, prédonner cette ligne-là vers un organisme membre de Cap Santé Mentale. Puis si c'est pas l'organisme le plus près de chez soi, ben nous après c'est facile pour nous de référer à la bonne place. Fait que ça peut être une façon directe d'avoir accès au service. Il y a le site web de Cap Santé Mentale, vous avez le lien, puis vous avez ça va vous amener vers une page où il y a cette carte-là, justement, vous voyez sur tous les petits points, c'est toutes les places où il y a les organismes membres de Cap, fait que on est dans toutes les régions administratives, fait que ça peut être une autre façon d'accéder. Puis l'autre élément, en discutant en amont là, de cette présentation-là avec Annie, on se disait, des fois, ça peut être tellement compliqué de référer. Puis le but, c'est que ce soit pas vu comme une tâche, puis que ce soit pas un ajout, que ce soit un ajout comme complexe. C'est dire, ça peut être simplement de nous écrire à l'adresse projet jeunesse. C'est moi qui vais répondre. Mais vous pouvez simplement m'écrire puis dire, OK, ben je suis dans tel cégep, par exemple. J'ai tel besoin, j'ai un jeune, j'aimerais ça le référer, j'ai des questions et tout ça. Puis moi, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec la bonne personne. Justement, on parlait de roulement de personnel. Tantôt, on se disait, ben nous aussi, de notre côté, ça bouge. Fait que c'est de dire, ben là, si nous, nos agents, agentes, on bouge, puis là, juste pour s'assurer que vous tombiez pas dans une craque de service ou quoi que ce soit, ben ça peut être une façon de fonctionner pour qu'on vous réfère à la bonne personne. Fait que ce soit pour des besoins, si vous-même, vous avez des questions, si vous avez des jeunes à référer ou en tout cas, ou si vous avez des opportunités de sensibilisation, de dire j'aimerais ça avoir du matériel, par exemple, de sensibilisation dans mon bureau, dans mon école, j'aimerais ça qu'il y ait une visite d'un organisme membre de Cap Santé Mentale dans le cadre d'une journée, peu importe, ben de pas hésiter à nous faire signe, puis nous, ça va nous faire plaisir là, de s'arranger pour que ça se produise en fait. C'est aussi simple que ça. Fait que maintenant, on pourrait passer à une période d'échange. On vous a fait une genre de petite fiche résumée parce qu'on vous a donné quand même beaucoup d'informations. Fait que vous allez avoir accès à ça. Comme je vous disais aussi, dans le bas de la page ici, je vous ai mis deux éléments si vous voulez rester à l'affût par rapport à ça. Là, c'est l'étude dont je parlais tout à l'heure sur les élèves et les étudiants et étudiantes là, qui soutiennent un ou une proche qui va sortir éventuellement. Puis il y a aussi un portrait sociodémographique, psychosocial puis scolaire pour les jeunes personnes proches aidantes qui sont scolarisées
dans un établissement de niveau postsecondaire au Québec. Là. C'est un article scientifique qui a été soumis puis qui va paraître là, dans les normalement prochaines semaines, prochains mois. Fait que ça peut être des éléments intéressants si vous voulez en apprendre davantage. Fait que voilà, fait que sur ce, j'arrêterai le partage, puis je pense qu'on pourrait démarrer la période d'échange.